Bienvenue au Gamma Podcast. Ici Dave Powell pour vous parler de plusieurs aspects dans l'entraînement, soit la force, la performance, la nutrition, la récupération et encore plus, le tout dans un environnement éducatif et propice à de nouvelles découvertes. Sur ça, bonne écoute. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on parle de course à pied. C'est comme vous le savez, l'été s'en vient, il commence à faire beau dehors, il commence à faire chaud. Les gens commencent à marcher plus, ils commencent à courir plus dehors. Fait que pourquoi pas de parler de performance et de course à pied. Et j'ai décidé d'inviter un bon ami, un gars que moi je considère spécialiste de la course, Marc-Antoine Senneville. Comment ça va, Marc? Salut Dave, ça va bien toi? Yes. Là, pour les gens, moi, je te connais un peu, mais il y a bien du monde qui ne te connaîtront pas. Je veux que tu te présentes un peu. Je veux savoir c'est qui Marc, c'est ton background athlétique, puis aussi, ben, tu sais, qu'est-ce qui fait en sorte aujourd'hui que tu es coach de la course à pied. Ouais, ben écoute, dans le fond, moi, au secondaire, j'étais vraiment multisport. J'aimais ça faire un peu de tout, mais j'ai commencé l'athlétisme en secondaire 4. C'est mon enseignante d'éducation physique. Ça faisait quelques fois qu'elle me disait, Marc, tu as un bon cardio, tu devrais tester dans le club. Puis bon, tu sais, j'aimais ça jouer au soccer, j'aimais ça jouer au basket. Je sais pas si je veux faire de l'athlétisme. Finalement, quand je me suis mis dans le club d'athlétisme, j'ai commencé à m'entraîner avec eux. Ça a vraiment été une piqûre. Tu sais, le développement personnel, les efforts que je mets, ça compte lorsque je fais mes compétitions ensuite. C'est un peu, tu sais, toi contre toi. Oui, tu es contre les autres, mais vraiment l'aspect individuel, dépassement de soi, tu sais, ça n'a pas été long. Quelques entraînements, puis j'ai eu la piqûre. Fait que depuis le secondaire 4, je me mets à m'entraîner assez régulièrement. Mes performances personnelles augmentent. Tu sais, ça va bien. J'aime bien mon développement. J'aime ce que je fais. Ce qui fait en sorte même que ça a réorienté mon choix de carrière. Puis d'ailleurs, c'est là qu'on s'est rencontrés. C'est à l'université. Moi, je fais mon bac en éducation physique. Toi, tu as fait ton bac en kin. Fait que, tu sais, j'ai vraiment décidé de m'en aller dans l'activité physique parce que j'aimais beaucoup ma pratique sportive moi-même. J'ai fait l'équipe de cross-country des Patriotes à l'UQTR. À ce moment-là, tu sais, j'ai encore augmenté un peu mon entraînement, essayé d'augmenter mes performances. J'adorais mes cours de physiologie de l'exercice, ce qui m'a poussé à faire ma maîtrise pour vraiment me spécialiser en course à pied, en sciences de l'entraînement, vraiment de la course à pied. Tu sais, ma maîtrise, je l'ai fait pour ça, pour me spécialiser. Souvent, les gens me demandent, Marc, pourquoi tu as fait une maîtrise? C'est quoi la job au bout du compte? En fait, c'était de devenir meilleur en, en coaching. Puis, ben, de fil en aiguille, l'athlète que j'étais, qui progressait, ça allait super bien, ben, je me suis mis à aider des gens parce que là, je développais des connaissances. Puis, c'est juste, des fois, c'était des partenaires d'entraînement avec qui je m'entraînais. Il y avait des questions, j'étais capable de répondre, j'avais des conseils à leur donner. Puis, à un moment donné, il y en a un qui m'a demandé, Marc, tu veux-tu me coacher? J'ai un marathon dans X semaines, j'ai besoin d'un coach. Puis, tu sais, au début, j'étais un petit peu surpris. Moi, je m'entraînais, tu sais, moi-même depuis un bout. Tu sais, je faisais mes planifications, mais le faire pour quelqu'un d'autre, je trouvais que c'était un beau défi. Puis, j'ai vraiment aimé ça. Tu sais, comme je disais tantôt, donner des efforts sur mon entraînement puis voir les résultats, ben, c'est quelque chose qui m'a donné la piqûre de l'entraînement, de l'athlétisme pour moi. Euh, mais donner des efforts sur le planning puis aider quelqu'un à progresser, ben, ça aussi, j'ai eu la piqûre, vraiment. Fait que, là, je faisais ma maîtrise, tout ça, puis ben, je me suis mis à m'impliquer dans le coaching des équipes sportives, euh, des clubs d'athlétisme. Puis là, maintenant, même l'équipe universitaire là, des Patriotes de l'UQTR que j'entraîne comme entraîneur-chef depuis un an. Nice. Fait que j'aime bien aussi l'aspect que tu as direct dit dès le départ que tu l'as fait parce que c'est un sport individuel, mais tu voulais toujours te battre contre toi-même. Oui, on a l'aspect un peu compétitif, puis je pense que chaque athlète, surtout dans un sport individuel, tu veux être le meilleur, mais dans un sens, au bout de la ligne, on va dire, on- si tu cours, exemple, ton kilomètre en 4 minutes, ben, après ça, c'est juste toi qui
faut que tu te battes pour être encore plus rapide dans ton 4 minutes, le kilomètre. Fait que, non, ça, c'est très fun. On va même pouvoir peut-être même en parler un peu tantôt côté mindset d'un coureur. Mhm. Mais surtout, je pense, dans un premier temps, je veux vraiment avoir un peu ton avis. Parce que la saison de course à pied, c'est pour beaucoup de personnes qui vont commencer. Là, ça va commencer là, dans les prochaines semaines. Je ne sais pas si par chez toi, il n'y a plus de neige, là, mais si par chez nous, il y en a quasiment plus. Fait que le monde commence à courir dans les rues. Mais qu'est-ce qu'on devrait faire pour bien starter la saison de course à pied? C'est quoi les Ouais. étapes qu'on doit faire? Ben, tu as raison de dire qu'il y a beaucoup de gens qui attendent le beau temps avant de se remettre à la course à pied. Donc, un peu des coureurs saisonniers, si on veut. L'hiver, ils vont faire une autre pratique sportive. Puis là, le printemps arrive, le beau temps arrive, on commence la course. Fait que qu'est-ce qu'on doit faire pour bien amorcer cette nouvelle saison-là? C'est comme n'importe quoi, tu ne veux pas en faire trop au début. Tu sais, si tu te dis, je vais recommencer exactement là où je l'ai laissé à l'automne, par exemple, où est-ce que j'étais top shape en course à pied, puis là, tu recommences ça au printemps, ton corps, ça fait longtemps qu'il n'a pas reçu d'impact, ça fait longtemps qu'il n'a pas travaillé dans ces zones-là. Puis, tu sais, au niveau prévention de blessures, ça, c'est un facteur qui est pas mal le facteur numéro un au niveau des blessures en course à pied, c'est la trop grande augmentation d'un coup du stress. Fait qu'il faut y aller vraiment une étape à la fois. Il faut se laisser le temps. Au début, tu commences. Il faut que ça soit facile au début, là, sinon tu cours un petit peu après le trou. Oui, ben ça. Ben, il y a beaucoup les facteurs. Ben, on a le volume. Fait que, le volume, admettons, avec le. Peut-être pour la course à pied, ça va plus être le nombre de kilomètres que tu vas exécuter dans une semaine. Après ça, ben, l'intensité, fait que, mettons, selon tes intervalles ou selon ben, le battement cardiaque ou la VAM, puis tout ça. Fait que c'est la vitesse que tu vas aller chercher. Puis, ben, c'est après ça, le nombre de sorties aussi que tu vas faire. Fait que c'est toutes des variabilités aussi que je pense que quand on est un athlète saisonnier, on doit faire attention. Je pense que beaucoup d'athlètes, ben, je vais dire beaucoup d'athlètes, mais plus des athlètes saisonniers de course à pied, ils vont dire, ben, ah, je vais commencer la saison avec un petit 5 km, c'est juste pour m'échauffer, mais souvent, un 5 km, ça peut commencer raide une saison. Je ne sais pas si tu as comme un peu, comme moi je conseille, je recommande peut-être une marche rapide, après ça, peut-être faire de la course tranquillement, mais ça doit dépendre de chaque personne aussi, puis comment qu'on se sont entraînés durant l'hiver, probablement un peu leur. Oui, ben écoute, honnêtement, tu as vraiment soulevé plusieurs bons points. Par exemple, le 5 km que tu mentionnes, peut-être que ça va être adéquat pour quelqu'un qui a déjà l'habitude depuis des années de courir un bon volume de course à pied. Puis l'autre chose, tu as parlé d'intensité. Fait que si tu fais ce 5 km-là en zone facile, fréquences cardiaques qui sont correctes, dans des zones faciles, versus si tu le fais super intense, ça, c'est pas la même charge sur le corps. Fait que, il faut prendre ça en considération. Moi, un conseil que je donne souvent quand on reprend l'entraînement ou de manière générale pour aider à bien répartir la charge puis permettre à ton corps de bien récupérer de tes séances, c'est mieux d'avoir plus d'entraînements qui sont à un plus petit volume qu'imaginons 2 entraînements dans ta semaine avec un super gros volume, une super grosse intensité. C'est mieux de favoriser une grande fréquence pour des plus petits entraînements, puis les effets au niveau de ta forme vont être les mêmes. Super, c'est bien dit ça. Puis, souvent, on parle de course à pied, mais on parle beaucoup des périostites. Fait que pour les gens qui ne savent pas trop c'est quoi une périostite, c'est beaucoup une inflammation au niveau ben, du période, fait que c'est de l'os. Mais il y a aussi d'autres blessures qui peuvent arriver fréquemment. Je pense pour un coureur, là, on dit souvent les blessures de coureur, mais on parle beaucoup de périostite. Ben, en tout cas, moi, avec les gens à quand on parle de course à pied, ça ressemble souvent à ça. Mais quand on est coach, parce qu'être athlète, souvent on va juste dire prendre du repos, c'est mettre de la glace, c'est relax. Mais quand on coach un athlète qui a un peu ce genre de blessure-là, comment qu'on doit gérer au niveau de comment qu'on gère ces blessures-là? Ou Mhm. En fait, le premier truc pour bien les gérer, c'est éviter que la blessure arrive. Parce que c'est vrai, périostite, je veux dire, surtout les coureurs saisonniers ou quelqu'un qui reprend l'entraînement depuis un moment, ou même un coureur qui a un entraînement stable et qui décide d'augmenter d'un coup, c'est les genres de blessures qui ressortent rapidement. Donc, ce qu'on veut, c'est donner des conseils avant que ça arrive. Être attentif aux signaux de ton corps. Fait que, tu sais, pas faire notre tête de cochon. Hey, je sens un peu ça, mais regarde, c'est pas grave, je vais quand même aller faire mon entraînement, puis je vais quand même aller un petit peu plus vite.
Euh, fait que c'est sûr que le premier truc, c'est d'essayer d'y aller en prévention, être à l'écoute de son corps. Des choses qui vont aider en prévention de blessures, particulièrement au niveau des périostites, c'est de garder ses muscles détendus au niveau, par exemple, près du tibia, donc les mollets. Moi, je parle souvent d'automassage, tu sais, utiliser soit un foam roller, il existe des guns à massage maintenant, tu sais, de vraiment détendre ces muscles-là soit avant que la périostite arrive ou si on commence à sentir des petits symptômes, des petites douleurs au niveau tibial, ben, on veut détendre ces muscles-là, ça va donner un coup de main. Puis si ça arrive, c'est pas assez pour faire partir les symptômes, puis que là, la périostite s'installe, ben c'est justement, c'est pas d'attendre que ça soit trop dans le rouge, trop grave. Aller consulter quelqu'un, un bon petit traitement préventif, moi, maintenant, je fais ça depuis bon nombre d'années. Je conseille à mes coureurs de faire ça. Puis on se rend compte que dans une année, quand on fait ça, quand on essaie de prévenir, ben, on va moins souvent voir nos thérapeutes que si on attend d'être blessé. Puis là, il faut les voir semaine après semaine. Puis finalement, la blessure est installée. Des fois, elle reste pour un moment, là. Puis quand mettons, on va parler plus d'un athlète, hein, mettons, comme toi, que tu accélères quand même en haut niveau, est-ce que des fois, ton côté d'entraînement où tu as des athlètes que, bon, ben, OK, tu n'as comme pas le choix parce que les compétitions sont à tel moment, ben là, il faut gérer la périostite, mais comment qu'on gère ça? Mais il faut quand même continuer la préparation de l'athlète. Fait que tu Mhm. cours dans un certain sens, mais comment qu'on gère ça, en fait, ce style de blessure-là, quand on coach? C'est une bonne question, tu sais, pour, mettons, des gens qui visent des courses, un certain degré de performance. Ça, c'est la petite blessure, elle arrive. Faut pas l'ignorer, c'est clair, faut pas l'ignorer. Mais un élément que j'aime pas entendre, moi, c'est quelqu'un qui me dit, ben là, tu sais, j'ai mal à tel endroit, tu sais, j'ai une périostite. Je commence à avoir une périostite, je prends du repos, j'arrête tout. Tu sais, tire la plug au complet. Là, éventuellement, 2 semaines plus tard, j'ai plus mal, je recommence. Tu sais, je trouve que c'est une approche souvent qui fait en sorte que le mal, il part. Quand tu recommences à t'entraîner, tu fais les mêmes erreurs, il revient. Tu arrêtes, le mal, il repart. Tu recommences à t'entraîner, il revient. Fait que j'essaie de ne pas réduire la charge d'entraînement à zéro. On veut gager la, la douleur. On veut que ça soit tolérable en diminuant la charge. C'est sûr qu'il faut, comme je t'ai dit, il ne faut pas ignorer la blessure. Fait que, on a une charge qui est ici d'habitude, on ne se rend pas à zéro. On va venir la diminuer jusqu'à ce que l'athlète dise OK, là, je la sens, mais douleur 2, 3 sur 10, donc on est plus dans l'inconfort. Il ne faut pas que la douleur après l'entraînement reste pendant des heures et des heures. Ça ne serait pas un bon signe. Ça montrerait que la blessure est plus importante qu'on pense. Mais si on réussit à diminuer la charge suffisamment pour que l'athlète reste juste dans un petit inconfort, puis qu'après l'entraînement, la douleur ne reste pas, bien là, on est capable de composer avec ça. Le corps va se régénérer. Je vais te parler de récupération après, mais le corps va se régénérer, puis éventuellement, on est capable de réaugmenter la charge. Puis, ben, c'est ça, je fais du pouce un peu. Tantôt, je parlais de comment éviter les blessures, puis quoi considérer. La récupération après les entraînements, ça fait tellement, c'est l'aspect presque numéro un de l'entraînement. On est tous capables, Dave, toi aussi, tu es un entraîneur, on est tous capables d'écrire un entraînement qui est difficile. Ça, c'est facile. Mais après ça, comment bien récupérer de cet entraînement-là? Ben là, l'athlète, il a ses devoirs à faire. Il faut que tu manges, il faut que tu réabsorbes toutes les calories que tu as dépensées, il faut que tu dormes bien, habitude de vie. Tout ça va faire en sorte que ça t'aide à récupérer et donc à réaugmenter ta charge d'entraînement pour une fois que tu as fait disparaître la blessure, dans le fond. Oui, absolument. Je le dis tout le temps, mais c'est pas juste l'entraînement qui est important, mais tout ce qui entoure l'athlète, tu l'as bien dit. Sommeil, stress, alimentation, je pense que c'est pas mal les plus gros facteurs qu'on doit gérer comme un athlète. Puis des fois, ben, quand l'athlète ne sait pas trop, il faut qu'il tourne peut-être vers le coach. Mais ça reste quand même que l'athlète a ses devoirs à faire parce que c'est pas nous qui dort à la place de l'athlète, puis c'est pas nous qui vit le même stress. Fait que c'est important que ben, les athlètes qui nous écoutent, que vous faisiez un peu vos devoirs de ce côté-là. Selon toi, quand on fait de la course à pied, si on parle, souvent, il y en a qui vont commencer à dire, ben, si je vais commencer avec une marche rapide, puis après ça, je vais tout de suite commencer à courir, mais il y a un échauffement, un warm-up idéal. Puis là, c'est probablement, je ne sais pas si ça change un peu entre, exemple, quelqu'un qui fait un demi-marathon
ou de la cross-country ou des affaires de même, mais est-ce qu'il y a un warm-up que toi, tu aimes bien suggérer un peu à tes athlètes? Oui, effectivement, c'est une bonne question. Ça va dépendre aussi du type d'entraînement. Fait qu'imaginons qu'aujourd'hui, tu as un entraînement d'intensité avec des intervalles. L'échauffement, il va vraiment avoir une structure plus détaillée que si ton entraînement du jour en course, c'est une petite sortie facile, un petit jogging. Puis là, ben, commençons par le petit jogging. L'athlète aguerri, son jogging, c'est son échauffement. Donc, il n'y a pas besoin de faire un échauffement en plus avant. Il va juste commencer son jogging un petit peu plus lent, puis éventuellement, il va se rendre à ses vitesses habituelles de jogging. Fait que ça serait mon conseil pour une sortie facile. Si on est un coureur un peu plus débutant, ben à ce moment-là, si ton jogging il est à cette vitesse-là, mais que ta portion échauffement, ça peut être effectivement de partir à la marche rapide. Tu commences à la marche, tu accélères la marche rapide, les fréquences cardiaques ont monté un petit peu, les muscles se sont échauffés. Bien, là, on peut commencer notre jogging. Souvent, avec mes coureurs débutants, c'est ça que je vais proposer, genre de 5-10 minutes de marche. Ensuite de ça, on commence la portion jogging facile. Puis, coureur plus aguerri, on commence directement avec le jogging facile, on augmente la vitesse progressivement. Ça serait pour la sortie facile. Là, quand on parle soit d'une course ou bien d'un entraînement avec de l'intensité, il y a quand même plus d'étapes. Il y a des liens à faire avec la musculation. Hein. Souvent, c'est des étapes qui se ressemblent. Peut-être pas toutes autant importantes, mais première étape qu'on veut faire avant un entraînement d'intensité, c'est d'abord et avant tout un échauffement là, aérobie de base. Fait que là, ça va correspondre pour notre coureur avancé à un jogging de basse intensité tout dépendamment de son niveau. Des fois, ça va être 1 à 2 kilomètres de course basse intensité, mais un coureur de marathon aguerri ou un coureur d'endurance, ça va peut-être être 5 kilomètres à basse intensité, son échauffement, mais il y a tellement de niveaux différents. Puis pour un coureur plus débutant, ça va peut-être être encore une fois de la marche à basse intensité. Deuxième étape, on veut venir un petit peu assouplir nos muscles sans les endormir, sans diminuer la force. Fait que ça, c'est important, on va faire des étirements dynamiques. Je pense que tu en auras sûrement déjà parlé dans d'autres podcasts, mais si on fait un étirement statique, on maintient super longtemps, bien là, on vient diminuer la force de nos muscles. Mais si on fait, par exemple, en course à pied, des balancements de jambes, bien là, on vient assouplir notre muscle sans enlever de la force. Fait on va faire quelques exercices comme ça. Suite de ça. Puis là, on est tout le temps l'entraînement avant un gros entraînement ou une course. Tout ce que je vous dis là, c'est pas ça à chaque fois que tu vas faire un jogging de basse intensité, ça serait un petit peu trop long. Fait qu'après, étirement dynamique, généralement, on va faire des éducatifs. Souvent, on va appeler ça éducatif ABC, par exemple, les genoux hauts, talons fesses, ce type d'éducatif-là. Il y en a qui sont un peu plus spécialisés en course à pied. Je ne passerai pas toutes, mais il y en a quelques-uns. À quoi ça sert? C'est vraiment d'aller échauffer là, spécifiquement tes muscles pour le mouvement que tu t'apprêtes à faire, qui est de la course. Puis finalement, la portion qui est très, très, très importante, c'est les accélérations qu'on va faire. Fait imaginons là, que tu as un entraînement de course à pied qui correspond à faire des tours de piste et un 400 mètres rapide, une certaine pause, un 400 mètres rapide. Disons que tu veux les faire à ta vitesse 5 km. Mais avant de commencer ça, il faut absolument que ton système cardiovasculaire soit vraiment activé autant que l'effort que tu vas lui demander. Fait que tu vas aller faire des accélérations, tu commences au jogging, puis là, tu accélères jusqu'à atteindre la vitesse de ton 5 km. Fait que là, ton corps, lui, il fait comme, oh, OK, Marc-Antoine, il se prépare à faire quelque chose. Le cœur bat plus fort, la respiration s'accélère, le sang s'en va dans tes muscles. Donc, quand tu vas commencer ton entraînement, ben là, tu es vraiment prêt. Tu es vraiment prêt à le faire et à le faire correctement. Ah, puis, je pense que le bien, bien, bien détaillé, je pense que c'est l'importance des warm-up. J'en parle justement dans le podcast, pour les gens qui nous écoutent, là, c'est l'épisode 11. Je parle vraiment de l'importance, mais peut-être plus au niveau musculaire. Mais pour la course à pied, ça reste que, comme tu l'as si bien dit, ça revient c'est juste que c'est des exercices, des choix d'exercices qui vont être complètement différents. Puis qu'est-ce que j'aime bien, c'est que le bien différencier entre un jogging, une course plus une longue sortie généralement, ou plus un cool-down que des sprints ou que ça demande plus au niveau musculaire, plus au niveau du système nerveux aussi, puis ça cause un plus grand stress aussi pour l'athlète. Fait que c'est important de mettre cette importance-là. Mais après, une fois, on fait le warm-up, après ça, on a notre séance.
Après ça, souvent, il y en a qui vont faire des cooldowns, mais il y en a qui ne voient pas tant la nécessité de faire des cooldowns. Fait qu'est-ce que c'est tant important de faire un cooldown à la course à pied, soit pour une longue sortie ou soit pour des sprints? Il y a tout le temps une importance de ce côté-là. OK, ben oui, il y a une importance. Davantage pour l'entraînement d'intensité. Tu sais, si on prend notre longue sortie ou notre jogging, on a été à la même vitesse tout au long. Fait que tu n'as pas besoin de faire un retour au calme. Si on veut, ton entraînement, tu sais, il est à la même intensité que du retour au calme que tu aurais fait. Donc, j'en propose pas. Des fois, je vais demander à mes coureurs un peu plus débutants de faire un peu de marche par la suite. Fait que, on totalise quand même un effort qui est un peu plus long, ce qui vient développer leur endurance pour un coureur plus débutant. Mais dans l'entraînement d'intervalle, d'intensité, c'est super important. Puis l'objectif de faire un retour au calme, c'est justement de te permettre de mieux récupérer de ta séance. Fait que tu es fatigué, tu te dis, ah, je vais aller courir encore. Puis ça, c'est censé m'aider à récupérer. Peut-être un peu contre-intuitif, mais pourtant, c'est vrai. Ce que ça fait, c'est que pendant ton intervalle, tu as eu des dommages. Tu as eu des dommages musculaires, ton corps il a subi un stress. Puis en continuant à faire une activité à basse intensité pendant un certain temps, ben, tu continues à avoir une bonne circulation sanguine dans ces régions-là qui ont été endommagées, qui ont vécu un stress. Fait que là, ce que tu fais, c'est que tu ramasses les déchets avec le sang, tu apportes des nouveaux nutriments. Puis ben, ça a vraiment été prouvé que le lendemain, tu vas te sentir beaucoup mieux et tu auras mieux récupéré si tu as fait un retour au calme versus si tu es allé tout de suite t'écraser dans ton divan après ton dernier sprint. Il y a vraiment une différence. Puis, tu sais, souvent, il y a une croyance en sport, quand on est jeune, on se fait dire ça. Étire-toi, tu ne seras pas courbaturé comme ça. Tu sais, en réalité, c'est faux. Ça l'aide pas, ça vient pas réparer les micro-déchirures. Mais à faire un retour au calme, avoir une meilleure circulation sanguine pendant un certain moment après ton entraînement, ça a une chance de t'aider à être moins courbaturé puis à mieux récupérer. Ouais. C'est vraiment ça, l'objectif du retour au calme. Puis, tu sais, des fois, quand j'ai quelqu'un qui est vraiment fatigué de sa séance, qui est un peu plus débutant, tu sais, il est vraiment fatigué. Je vais dire, OK, tu n'es plus capable de courir ou presque plus, ben, fais un retour au calme à la marche. Va marcher pendant 10 minutes. Tu sais, même si c'est vraiment à basse intensité, on a quand même l'effet de la circulation sanguine qui est là. Ouais, puis, tu sais, même au hockey, là, des fois, on peut le voir, là, peut-être pas, mettons, au niveau Pee-Wee, là, ils n'ont pas des vélos stationnaires. Des fois, on peut voir des gars dans NHL qui font du vélo après leur game, là. Fait que, tu sais, ils en font une préparation active parce qu'ils font souvent en intervalle, en stop and go et tout ça. Fait que, tu sais, ça, c'en est un des sports. Puis, tu sais, moi, je le relais un peu dans la force. Tu sais, des fois, on a beaucoup cette pensée-là dans le powerlifting. Est-ce que faire du cardio, ça va nuire au powerlifting? Peut-être au début de l'entraînement, tu commences à faire un gros cardio, puis là, une grosse séance avec des sprints, tout ça. Oui, peut-être là, ça va nuire à tes performances. Mais si tu fais une course ou un jogging après, ça ne nuira jamais à tes performances parce que ça va juste t'aider à faire de la circulation, tu sais, d'enlever les déchets métaboliques, peut-être essayer d'un peu enlever l'acide lactique, fait que, tu sais, toutes ces affaires-là dans ton corps, puis même à mieux récupérer parce que tu vas être plus en forme en général. Fait que tu es plus en forme, c'est plus facile de récupérer aussi là, de ce côté-là. C'est juste que généralement, je pense qu'un coureur sont déjà plus en forme qu'exemple qu'un athlète en force, mais ça reste que c'est, je pense que tu le dis si bien, que le cool-down est important pour peu importe l'athlète que tu es. Ouais, tu as bien raison. Nice. Je sais pas si tu travailles un peu du mindset avec tes athlètes, mais tu sais, je pense qu'il y a une importance. Moi, je l'ai vécu un peu, tu sais, d'avoir fait une demi, puis tu sais, à quel point qu'il faut être quand même, mais tu sais, il faut quand même être craqué. Tu sais, là, j'ai jamais fait de marathon complet et tout ça, mais tu sais, pour faire un demi, il faut déjà être craqué un peu. Rendu aux 10 km, il faut être craqué selon moi, mais tu sais, il faut avoir quand même un bon mindset tu sais, de travailler dans des longues distances de même. Tu sais, as-tu des astuces pour des gens qui font ça, des marathons, des demi, des ultra-trails, tu sais, des longues courses de même? Ben, tu sais, il y a vraiment plusieurs types d'athlètes de course à pied. Puis, tu sais, moi, je considère la performance, c'est pas juste celui qui gagne la course ou le top 5. Tu sais, la personne qui, pour elle, terminer le demi-marathon, si la personne part est capable de courir des 5 km, finalement, elle finit par faire un demi-marathon, c'est de la performance aussi, mais là, il faut les aborder vraiment différemment. Tu sais. Fait que peut-être que je pourrais répondre à ta question en deux temps, mais c'est sûr que dans les deux cas, ce que ça demande, c'est, tu sais,
une caractéristique commune, c'est d'être discipliné quand tu veux faire de la course à pied parce que pour bien réussir ton épreuve, que ce soit de compléter une course ou de la faire le plus vite possible, que ce soit un 10 km ou un marathon, il va falloir que tu aies fait le travail en amont, que tu aies fait le travail avant pour que ton épreuve euh, se passe bien. Fait que, la qualité d'être discipliné, c'est super important, être capable de faire des entraînements à chaque fois. Puis on ne parle pas pendant une période de 3, 4 semaines, on parle pendant, plus tu vas le faire longtemps, cet entraînement-là, euh, en suivant ton programme, puis les différentes phases, plus ta course va bien se passer. Puis discipliner aussi, ce que ça veut dire, c'est de c'est parfois de se retenir, parce que oui, des fois, c'est difficile à l'entraînement, mais des fois, il faut que ça soit facile. Puis des fois, tu as des gens qui sont pas capables de faire du facile. C'est tout le temps difficile, difficile. Puis là, ben, encore une fois, ils courent après le trouble, ces gens-là, puis ils se permettent pas de récupérer. Des fois, c'est les blessures. Fait que la discipline avant ta course, c'est la qualité numéro un. Être discipliné, être rigoureux. Après ça, pendant ta course, encore une fois, il y a tellement de monde différent. Fait il y en a, il faut vraiment l'aborder plus dans le côté plaisir. Tu sais, s'ils le font parce qu'ils ont énormément une satisfaction, un grand plaisir quand ils font la course. Un mindset que j'aime quand même avoir, puis que je pense que beaucoup de coureurs ont, des coureurs d'endurance, c'est qu'il faut que tu t'attendes à ce que ça soit difficile. Il faut que tes attentes soient que je m'en vais faire quelque chose de difficile, je le sais, je l'accepte. Puis une fois que c'est accepté, puis que tu te rends dans ton épreuve, dans ton demi-marathon, quand tu as commencé ça, là, si tu te disais, oh, ça va être facile, ça va bien se faire, ben, tu pognes un mur à 10 km quand ça commence à être difficile, puis tu as peut-être le goût d'abandonner, versus si tu es déjà préparé à ce que ça soit difficile, ben, on est capable un peu plus de l'accepter et de bien réussir notre épreuve. Ouais, absolument. Puis, je pense que le mindset, surtout quand tu fais des grandes courses, là, un 5 km, ton mindset va être moins important que plus en plus que tu vas faire un marathon complet. Puis là, après ça, il y en a qui font des ultra-trails puis des ultra-marathons. C'est encore plus fou, mais tu l'as si bien dit. Acceptation de comme la douleur, parce que on ne se le cachera pas que courir sur des longues distances, à un moment donné, la douleur est là, puis tu ne pourras pas l'éviter non plus. Là. Fait que c'est des fois. Ouais, Probablement que tout le monde a déjà vu une vidéo d'un coureur qui arrive vers la fin, mettons, un marathon de Boston, qui est rendu quasiment, puis que tu vois que les jambes ne veulent plus marcher, veulent plus, puis là, t'es comme, faut que tu le termines, faut que tu le termines. Fait que, c'est quand même une acceptation de la douleur en Moses. Quand les jambes ne veulent plus marcher, faut que tu continues, c'est quand même une bonne épreuve. Là. Puis, au niveau de la c'est programmation, clair. Je fais quand même, vas-y. j'allais dire, Dave, je fais du pouce sur ce que tu as dit. Tu as dit que ça prend sûrement un meilleur mindset pour faire des marathons que du 5 km, mais moi, je tiens à te corriger parce que tu as des gens qui s'entraînent pour des plus courtes distances. Fait que c'est des athlètes qui vont faire un volume puis un processus d'entraînement extrêmement difficile, extrêmement rigoureux. Fait que ça demande autant de qualité mentale pour passer à travers leur entraînement. Puis l'épreuve en soi, si tu es un plus grand pourcentage, par exemple, de ta vanne, puis on pense même à des courses plus courtes. C'est peut-être pas le sujet aujourd'hui, mais un 800 mètres, là, ça fait un mal de chien. C'est peut-être pas long, mais ça te prend vraiment une grande acceptation de la douleur, malgré le fait que ça soit pas aussi long. Fait que, chaque course a un peu sa particularité, puis juste le fait de peu importe la distance, ça demande ce type de qualité-là mentale quand même. Ah, mais c'est vrai, t'as bien fait parce que même moi, quand j'ai pas repensé, mais c'est vrai que les athlètes qui font des sprints de courte durée, là, c'est vrai que c'est à 100, ben, c'est même plus que 100% qu'on voudrait, mais sont à 100% de leur vitesse, mais techniquement, ils donnent tout ce qu'ils ont pour atteindre, exemple, le 400 mètres ou le 800 mètres. Puis le 800 mètres, c'est à 100%, là, ça fait mal. Là, comme tu l'as dit, là, t'en fais pas 5-6 courses de même une après l'autre. Les gens, à un moment donné, ils fourniront plus. Là. C'est clair. Puis, au niveau de la programmation, comment que tu gères, exemple, ben, tu peux m'expliquer un peu, peut-être au Québec, à quoi ça ressemble une saison de course? Parce que, on a quand même un climat pas comme des gens qui peuvent courir, exemple, à l'année longue aux États-Unis, exemple, plus au sud. Mais comment tu fonctionnes versus, exemple, programmation off-season versus season pour un athlète?
dépendant des types de courses Ouais. que tu coaches? C'est vraiment une bonne question parce qu'il y a comme deux patterns au Québec. Il y a le pattern des coureurs vraiment de distance. Fait que pensons à un coureur de demi-marathon, marathon. Lui, il a 2 saisons de compétition où est-ce qu'il est capable de bien performer. Puis c'est en fonction de la météo. Fait que c'est le printemps puis l'automne. L'hiver, si tu vas courir un marathon dans la neige, ça ne marche pas. De toute façon, il n'y a pas d'événement ou presque. Puis l'été, quand il fait 30 degrés, là, ta performance, elle chute dramatiquement. Fait que les courses où est-ce que les gens peuvent faire une bonne performance, qui est à la hauteur de leur entraînement, c'est davantage au printemps puis à l'automne. C'est quand il fait entre, disons, 5 et, je vais dire 20 degrés, mais même 20 degrés, c'est trop chaud en soi. On vient perdre un petit peu de performance. Fait que, tu sais, en termes de périodisation de l'entraînement, ben, on va utiliser généralement l'été pour se préparer à nos courses d'automne, puis on utilise l'hiver pour se préparer à nos courses du printemps. Puis là, tu sais, je te parle pour un coureur qui s'entraîne relativement à l'année. Après chaque événement majeur, donc pensons à un événement majeur qui aurait lieu au printemps, ben là, il y a une certaine pause parce que c'est important de se reposer dans l'entraînement, ça en fait partie. Là, on renchaîne sur une autre périodisation. On arrive à l'automne en top forme. On fait un événement, on se repose un peu, tu sais, le temps des fêtes, par exemple, puis on recommence une périodisation pour être prêt au printemps. Fait que ça, c'est comme souvent la façon de faire qui est empruntée que j'emprunte également avec mes coureurs vraiment de distance. Puis si on prend un coureur d'un peu plus courte distance, puis même si on pense à nos coureurs dans le milieu universitaire ou scolaire, il y a 3 saisons qui sont mises de l'avant. Tu as la saison de cross-country qui a lieu à l'automne. Généralement, les gens vont utiliser ça comme préparation générale parce que c'est un peu plus de l'endurance. Ensuite de ça, on tombe à l'hiver, mais au moins en athlétisme puis en distance un peu plus courte, ben, tu peux faire des compétitions dans un stade intérieur, sur une piste de 200 mètres. Fait que là, il y a une saison de compétition qui est là, qui est utile généralement pour développer certaines qualités, mais la majorité des gens, on la considère comme une saison un peu secondaire. Ce n'est pas l'objectif A de l'année, mais ça peut être intéressant des fois pour des gens pour aller développer un peu plus la vitesse, des distances un peu plus courtes. Puis là, la grosse saison de compétition, c'est la saison davantage estivale. Je vais dire même, tu sais, printemps-été, que là, athlétisme extérieur. Fait que là, tu as vraiment 3 blocs. Puis après, généralement, je te dis généralement, les gens, après la saison estivale, ben, ils vont prendre un bon repos pour recommencer l'année suivante. Fait que ça se divise en 3 pour tu sais, les coureurs d'athlétisme, là, je dirais que ça se divise davantage en 3. Super. Puis, tu sais, tu me parlais, exemple, comme tu fais il y a comme 2 saisons un peu pour un athlète de longue distance. Fait est-ce que tu conseilles fortement, exemple, de faire peut-être, on va dire, un gros événement durant l'automne, puis un autre gros événement durant le printemps, ou il pourrait en faire plusieurs, mais parce que c'est la récupération d'un gros événement, tu sais, c'est quand même important, là. Mais, tu sais, je veux dire, ça demande un peu comme nous autres en powerlifting, on va généralement dire à notre athlète, il va faire environ entre 2 à 3, maximum 4 compétitions dans l'année, à cause, tout dépendant tout dépendant où ils sont rendus, mais généralement 3 par année. Fait qu'est-ce que c'est un peu le même principe pour quelqu'un qui va faire des longues distances, environ 2 marathons, un marathon, 3 marathons, ils peuvent en faire 5. Ben écoute, moi, ma façon de penser là-dessus, c'est effectivement que 2 marathons, c'est pas mal le top par année. Encore là, t'en as qui vont en faire plus. T'en as que c'est des crinqués d'épreuves d'endurance. Tu sais, tantôt, tu parlais un peu d'ultra trail puis tout ça. Tu sais, pour eux, faire 2 marathons par année, c'est entre guillemets pas beaucoup. Mais si tu te prépares à un marathon pour atteindre un sommet de performance-là, tu le fais à 100%, ça demande tellement une grande période de récupération que tu ne peux pas en faire bien plus que 2 par année à 100% de tes capacités. Après ça, si on se dit, tu sais, je le fais pour le compléter, puis que c'est ça mon but, mon objectif comme athlète, il y a peut-être moyen d'en faire plus, mais pour répondre à ta question, effectivement, on en vise généralement des événements majeurs comme coureur de distance. On en vit généralement 2 dans l'année, mais ça n'empêche pas qu'entre ces événements-là, il peut y avoir des courses qu'on utilise comme objectif B, tu sais, des courses un peu préparatoires. Tu vas faire un demi-marathon 1 mois avant ton marathon. Tu l'utilises, tu le fais vraiment comme dans ton processus d'entraînement. Fait que tu le sais que
tu peux faire une bonne performance, mais ça ne sera pas nécessairement une performance à 100%. Ça va peut-être être une performance à 99%, là, mais la planification est faite pour ton événement. Quelqu'un qui s'entraîne pour des demi ou des 10 puis des demi-marathons peut se permettre de faire plus d'épreuves parce que ces événements-là demandent moins de temps de récupération. Même si je le fais au sommet de mes capacités, mon 10 km va me demander beaucoup moins de temps à récupérer qu'un marathon. Donc, je suis capable peut-être d'en placer 2 majeurs l'automne puis 2 majeurs au printemps. Puis je peux faire des 5 km là-dedans pour faire des courses préparatoires. Même je prends des courses pour faire des entraînements. C'est possible. Ouais, c'est vraiment, vraiment intéressant parce que c'est un aspect que je pense pas que on en parle souvent même d'information ou même à l'école. Fait que en tout cas pour ma part, je ne savais vraiment pas, mettons. Fait que c'est vraiment cool. Puis souvent, on entend plus des histoires de bon, telle personne a fait comme 40 marathons en 52 semaines. Puis là, c'est sûr que la performance sont peut-être pas performants, mais là, ils le font plus pour le plaisir. Mais quand on parle vraiment d'un athlète qui veut accéder à un haut niveau, là, c'est autre chose pour la performance. Puis, Exact, ça va dépendre de tes objectifs un petit peu, là. Puis, tu sais, c'est tout aussi louable comme objectif de se dire, je veux faire, tu sais, je sais pas moi, mais comme tu as dit, là, plusieurs marathons dans une année, je veux dire, ça prend un athlète, ça prend quelqu'un qui est très rigoureux quand même, mais c'est pas le même type d'objectif, tout simplement. puis au niveau, ben, mettons, je vais dire plus au Québec, parce que on a un off-season hivernal. Fait que tu penses quoi, toi, de courir dehors, exemple, quand c'est plus froid? Je sais que maintenant, ça, on va parler souvent, exemple, essayer de peut-être mettre genre comme un cache-cou, une cagoule quand tu cours au niveau du froid, au niveau des poumons et tout ça, mais comment que toi, tu essaies de gérer ça un peu plus quand c'est l'hiver pour un coureur? Ouais. Ben écoute, c'est sûr que c'est pas facile, là. C'est un facteur qui est limitant dans ton entraînement. Il faut essayer de composer. Il ne faut pas ignorer puis se dire, regarde, je vais faire comme s'il ne faisait pas froid, je ne vais rien changer. Tu sais, tu prends les conditions puis tu essaies de faire du mieux que tu peux avec les conditions. D'ailleurs, cet hiver, on a eu des froids, là. Tu sais, il a fait -30 là, des fois. Fait que si tu avais une intensité de prévue à -30, c'est peut-être mieux d'attendre une journée, déplacer ta semaine, t'en parles à ton entraîneur pour réorganiser ça pour le faire quand au moins il fait -10. Tu sais. C'est déjà un peu plus faisable. Tu parlais du froid, protéger les poumons, c'est vrai. Tu sais, partant très, très froid, si la respiration est très grande, le volume débit respiratoire, ça envoie de l'air qui est très froid dans tes poumons, ça peut endommager les alvéoles, donc endommager tes capacités respiratoires. Puis on ne veut pas se rendre là. Mais pour se rendre là, il faut que tu fasses de l'intensité, il faut que ça soit vraiment un débit très, très élevé, partant très, très froid. Fait que comme j'ai dit, il y a moyen de s'adapter pour rentrer, je vais faire une sortie facile aujourd'hui, je vais me protéger, euh, puis je ferai mon intensité à un autre moment. J'ai beaucoup de coureurs et moi-même, j'utilise le tapis roulant pour m'en sortir parfois. S'il fait froid pendant 3 4 jours, puis là, moi, ben, j'ai un tapis roulant à la maison. Il y en a qui vont être inscrits au gym, il y a des tapis roulants. Ben, il y a moyen de bien s'entraîner sur un tapis roulant. Tu sais, il suffit de parfois adapter un petit peu la séance. Puis ça permet pour quelqu'un qui vise tu sais, s'entraîner à l'année puis qui vise la course à pied comme sport numéro un, ben, ça lui permet de garder une bonne forme et de même de développer sa forme même l'hiver. Nice. Fait que toi, généralement, tu vas plus courir un petit peu plus dehors parce que c'est probablement plus spécifique que courir sur un tapis roulant. Mais quand tu n'as pas le choix, là, tu vas aller sur un tapis roulant durant la saison hivernale. Oui, tu l'as vraiment bien dit. Dans le fond, c'est de garder un peu le côté spécifique. Tu sais, même s'il fait froid, tu veux pas faire tout ton hiver sur un tapis roulant. Là, tu vas comme désapprendre un petit peu euh, ton mouvement de la course à pied réel. Parce que tu sais, il y a quand même des nuances à courir sur un tapis roulant versus courir à l'extérieur. Donc, autant que possible, quand c'est possible, tu vas courir à l'extérieur. Mais quand c'est impossible, imaginons, là, il y a 30 centimètres de neige. Ben, peut-être que courir sur un tapis roulant, finalement, ça va plus ressembler à de la vraie course à pied que courir dans 30 centimètres de neige. Fait qu'à ce moment-là, tu prends la meilleure décision entre les deux. Puis si je peux donner juste un conseil à tout le monde au niveau du tapis roulant, pour que ça soit équivalent en termes de dépenses énergétiques, on veut mettre le tapis roulant à 0
0,5 ou à 1 d'inclinaison. Fait que c'est pas majeur, mais c'est pour pallier au fait que tu restes sur place versus à l'extérieur. Tu sais, tu avances, tu traverses du vent, tu traverses la densité de l'air, ce qui crée quand même une résistance. Fait que sur le tapis roulant, pour avoir le même équivalent, tu mets 1 d'inclinaison. Puis comme ça, tu ne te retrouves pas à trouver ça super facile. Parce que sinon, si tu mets ça à 0 des fois, tu dis, hey, regarde, ça va super bien. Au printemps, tu arrives dehors, c'est dur. Fait que, c'est ça. Le petit pourcent, il va te donner un coup de main là-dessus. Nice, non. Moi, je l'utilise aussi tout le temps là, quand j'en fais ou quand j'ai le programme, là, tout le temps 0,5 1%, puis je pense que tu l'as bien résumé. Je vais finir avec ça un peu pour la course à pied, mais as-tu des fois un type de soulier? As-tu une manière que tu t'encadres tes athlètes? Est-ce que maintenant, aujourd'hui, on a beaucoup la technologie. Il y a du monde qui vont avoir un soulier plus minimaliste, d'autres non. Est-ce que des fois, tu as des conseils à propos d'un soulier pour vraiment quelqu'un qui adore la course puis qui veut, peut-être, tout dépendant de son niveau, mais peut-être quelqu'un qui veut adhérer juste à commencer la course normalement? Mhm. Ben écoute, Dave, tu vas peut-être trouver ma réponse un peu plate. Tu sais, on est tellement toutes faites différemment, OK, que je pourrais pas te dire c'est ce soulier-là qui fonctionne avec tout le monde, ça serait complètement fou. Je pourrais pas te dire non plus c'est cette compagnie-là qui fonctionne avec tout le monde. Généralement, là, les compagnies, comment ils fonctionnent maintenant, c'est que ils ont comme toute leur gamme. Fait qu'ils, tu sais, ils ont des souliers minimalistes, ils ont des souliers un peu plus coussinés, ils ont maintenant tous des souliers, comme tu dis, un peu plus technologiques, des super shoes là, que j'appelle avec plaque de carbone, une mousse super légère qui renvoie l'énergie. Fait que toutes les compagnies ont un peu des modèles qui peuvent être équivalents. Mais ça ne sera pas la même chose au niveau du confort. Moi, je pourrais essayer une paire, je me sens confortable dedans. Je te dis, hey Dave, il faut que tu essayes ça. Mais voyons, tu sais, moi, j'ai le pied bien plus large que toi, je ne suis pas confortable. Fait on gagne à aller essayer des souliers, essayer des équivalences dans différentes marques. Tu veux trouver celui que tu es le plus confortable, celui que tu te sens le plus à l'aise lorsque tu cours. Puis je vais tout le temps recommander en réalité à mes coureurs d'aller dans une place qui est spécialisée. Ou du moins, si tu vas dans un magasin de sport, ben, trouve le vendeur qui connaît le plus ça. Ils font des formations là-dessus. Prends celui qui a le plus d'expérience, pose des questions, puis lui, il va t'aider à trouver un soulier qui est fait pour toi. Puis maintenant, ce que je dirais pour quelqu'un un coureur peut-être un peu plus sérieux, tu sais, qui s'entraîne depuis longtemps ou qui a vraiment tu sais, des objectifs de performance, mais j'insiste, performance, ça ne veut pas nécessairement dire juste de faire un temps rapide, mais tu sais, juste qu'il veut mettre du sérieux dans son entraînement, ça peut valoir la peine d'avoir plus qu'une paire de souliers parce que maintenant, c'est ça, tu as des souliers qui vont te servir un peu plus pour ton jogging, tu sais, un peu plus confortable, un peu plus coussiné, mais tu as des souliers qui vont te servir pour tes intensités. Fait que là, peut-être que tu vas avoir 2 paires de souliers. Il y en a qui ont 3 paires de souliers. Ils en mettent une pour la course, ils en mettent une pour leur séance de vitesse, ils en mettent une pour leur séance longue. Puis, étant donné que chaque soulier a un peu ses particularités, il vaut mieux avoir le meilleur soulier pour chaque entraînement qu'une paire que tu uses à la corde puis qui est peut-être pas adaptée pour chaque entraînement. Puis, au bout du compte, c'est sûr que sur le coup, il faut peut-être que tu achètes 2 paires, mais au moins, ils vont te faire 2 fois plus longtemps chacun. Fait que ça peut valoir la peine. Puis, tu sais, surtout, je voulais m'en venir pour vraiment que tu dises cette réponse-là, puis je pense que tu l'as si bien dit, mais aussi comme aller voir des experts qui peuvent vraiment vous conseiller, mais ça va vous aider aussi d'éviter les blessures pour la course à pied, éviter, exemple, les facettes plantaires, les périostètes, même les autres blessures qui peuvent arriver pour un coureur. Fait que d'avoir le bon soulier ajusté pour vous autres, selon votre morphologie, selon votre arche plantaire ou non. C'est ça qui va faire une grande différence pour vos performances. Mais là, je parle de performance haut niveau ou juste performance récréative. Ça reste quand même que le but, c'est toujours de se dépasser de ce côté-là. Exact. Copier son voisin là, pour prendre une paire de souliers, sans te poser de questions, c'est la pire chose à faire. Il faut vraiment que tu trouves un soulier pour toi. Ouais. Hey, pour vrai, Marc, c'est vraiment cool. Je suis vraiment content que tu sois venu parler de la course sur le Gamma Podcast. Où qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux, où qu'on peut te contacter. Écoute, dans le fond, là, j'ai un site web, coachsenville.com. Senville, ça va sûrement être écrit dans le titre du podcast. Fait que coach Senville, tout d'un mot.com. Puis j'ai également là, Instagram, Facebook, qu'on peut trouver en écrivant tout simplement coach Senville. J'ai une page et Insta et Facebook. Fait que je publie du contenu justement des fois
un peu instructif sur la course à pied complètement gratuitement, mais j'offre bien évidemment mes services comme coach privé, j'offre des programmes individualisés, j'offre des programmes pour les débutants, pour les avancés. Fait que merci Dave pour la référence. Non, mais ça fait super plaisir. Pour vrai, merci à tout le monde qui nous écoute. Pour vrai, laissez des commentaires, laissez vos appréciations. Si vous avez des questions aussi, vous pouvez juste tout simplement aller soit m'écrire à moi ou pour les questions pour la course, aller écrire à Marc. C'est toujours plaisant de vous lire. Et sur ça, n'hésitez pas d'écrire vos questions, vos commentaires. Et sur ça, je vous souhaite une belle semaine, gang. À la prochaine. Merci encore pour toi, pour tout ton temps, Marc. C'est super apprécié. Merci Dave. Salut. Salut, bye.